Alors, comme je disais, bonjour. Je vais me présenter pour commencer. Alors, moi, je suis Renée Ouimet, je suis directrice du mouvement Santé mentale Québec. Je vais juste vous présenter le mouvement quelques secondes et puis après, on va donner la parole à Chérine. Fait que je vais juste vous montrer quelques images. Alors, je ne sais pas si... oups, ça sera pas long. Alors, je ne sais pas si vous connaissez toutes et tous les 7 astuces pour se recharger du mouvement Santé mentale Québec. Ces 7 astuces, ben, la première chose, avant de vous dire quelles sont les 7 astuces, je veux dire un gros merci à Crise UQAM, parce que c'est Crise UQAM, le centre de recherche en intervention, en prévention du suicide. Euh, et bon, il y a d'autres mots qui viennent avec, mais je veux dire un immense merci parce que Crise du CAM nous accueille régulièrement pour faire les webinaires. Alors, c'est du travail en partenariat qu'on fait, puis on est vraiment heureuse de ça. Je vais juste vous dire, le mouvement, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, on est un regroupement d'organismes communautaires en promotion-prévention. Et ça fait déjà 70 ans qu'on travaille à renforcer la santé mentale, je dirais, de la population, des communautés, des collectivités. Fait que c'est vraiment ça, notre travail, c'est vraiment en amont. Puis pas juste en amont, pour toute personne qui vit avec des difficultés, c'est de voir comment on peut mettre de l'avant, comment on peut soutenir les forces, les capacités des personnes, puis faire qu'on ait des milieux qui soient favorables à notre bonne santé mentale à tout le monde. Et chaque année, on fait une campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Puis vous pouvez vous abonner à notre infolette en allant sur notre site et vous allez voir tout ce qu'on fait. Vous allez être à jour. Alors, nos 7 astuces qu'on a développées il y a 10 ans déjà, ce sont les facteurs de protection en santé mentale. Puis, on a mis de l'avant comme les plus importants sous des mots simples et accessibles. Ce qu'on dit dans nos présentations, c'est comme des bouées de sauvetage qu'on peut gonfler puis se balader dessus, prendre un apéro dessus. Puis si à un moment donné, les vagues deviennent trop grosses, qu'on tombe à l'eau, on peut s'accrocher. Puis c'est des éléments qui peuvent protéger notre santé mentale. Vous avez en bas notre site web que vous pouvez visiter. Puis dans la section outils, vous allez pouvoir découvrir les 7 astuces pour se recharger. Je veux pas aller beaucoup plus loin parce que je veux présenter Chérine Fahim, qui est une magicienne parce qu'elle va vous parler en 1 heure des 7 astuces et c'est les liens entre les neurosciences comportementales et les 7 astuces. Et pour faire cette introduction en 1 heure, ça demande d'être une magicienne. Alors, vous voyez que Chérine est docteur en sciences neurologiques. Lectrice à l'unité de psychologie clinique, chargée de cours au département de neurosciences, est à l'Université de Fribourg. Elle a plusieurs rôles et Chérine a rencontré nos 7 astuces il y a un moment et les utilise dans ses cours à Fribourg. Puis quand elle est venue nous rencontrer, on s'est dit, ah, on veut tellement savoir ce qu'elle fait et comment elle les utilise. Alors je lui donne la parole. Chérine, à toi. Merci beaucoup, René. Donc, je vais partager l'écran maintenant euh, avec vous. Donc, v- tout le monde voit l'écran. Très bien. Alors, je vais malheureusement. Ah, Chérine, je vais juste dire que vous pourrez écrire vos questions dans le chat tout au long. Je vais les prendre. Il va y avoir 15 minutes de questions à la fin et le webinaire va être mis sur notre chaîne YouTube. Vous en serez informés et Chérine accepte qu'on vous partage le PowerPoint. Alors, Chérine, à toi. Merci. Exactement. Donc, je dois dire quelque chose avant de passer à Fribourg.
Donc, moi, j'ai fait mes études à l'Université de Montréal pour le doctorat et l'Université McGill pour le postdoc. Donc, je suis également aussi québécoise. Je vais alors maintenant vous présenter en bref mon champ d'expertise qui est la neuroimagerie, parce que c'est la base. Donc ça, c'est un entretien qui a été fait en 2008 à Télé-Québec pour euh, une de mes études. Et c'est ainsi que j'ai commencé à étudier le cerveau humain à travers la neuroimagerie à l'Université de Montréal et par la suite à McGill. Ce qui va m'aider dans les explications de tout ce que je vais vous raconter, un peu comme magicienne, pendant une heure et quart, comment effectivement ces facteurs de protection ou les 7 astuces peuvent jouer un rôle dans notre cerveau. Ici, on voit une image du cerveau, vous voyez les yeux et le nez. Dans le cerveau, on a entre 80 à 100 milliards de neurones. C'est ce nombre de neurones immense a besoin d'être connecté pour exister. Donc, on a besoin de liens. Pour connecter les différentes neurones qu'on appelle la matière grise et que ces neurones soient myélinisés par la matière blanche. On a également au niveau des neurones et ce qui couvre les neurones, donc la matière blanche, des cellules qu'on appelle les cellules gliales. Pour mieux comprendre et visualiser un neurone, donc là, vous le voyez avec les dendrites, l'axone qui est couvert de myéline, comme les petits saucissons hein, que vous voyez ici, ça c'est la gaine de myéline, et là c'est les synapses. Donc ça ressemble à un arbre, effectivement. Si on le met en vertical, vous arrivez à voir l'arbre. Autour de ces magnifiques neurones qui nous aident à aimer, haïr, tuer, sauver, dormir, se balader, faire du yoga, penser, créer. On a également d'autres cellules qu'on appelle les cellules gliales, qui sont les nourricières ouvrières du cerveau. Donc, notre cerveau est habité par plein de neurones. Ces neurones ont besoin de communiquer pour exister. Chaque pensée, chaque imagination, chaque mouvement envoie des messages à nos neurones. Et malheureusement, les neurones qui se retrouvent seuls sont destinés à mourir, sont destinés à être exclus. Use it or lose it. Tu l'utilises ou tu le perds. Tout au long de notre vie, on a des moments qui sont très, très importants, qu'on appelle élagage synaptique, où ces magnifiques cellules gliales vont petit à petit élaguer ou détruire les neurones qui ne sont pas utilisés. Et là, c'est très problématique pour une personne, par exemple, qui grandit dans un environnement qui ne lui a pas enseigné les 7 astuces. Donc, on a un cerveau qui est un réseau vaste, qui se connecte, mais qui a besoin d'élaguer certains neurones pour pouvoir mieux communiquer. Depuis tout petit, ce cerveau a besoin de relations pour pouvoir élaborer des chemins. Parce que, comme on a donné la métaphore de l'arbre, ce qui veut dire que notre cerveau est une forêt immense. On est né dans une forêt qui ressemble à une forêt amazonienne et qui petit à petit, cet élagage synaptique va l'aider à être une forêt plus suisse, par exemple. Dépendamment de nos relations dans la vie, dépendamment de nos expériences. Si un enfant développe les différentes parties de son cerveau, surtout les 4 lobes au niveau du lobe frontal, qui mature entre 21 et 25 ans et qui est responsable des fonctions exécutives, le lobe temporal, apprentissage, mémoire et émotion, le lobe pariétal, le corps, l'attention, et le lobe occipital pour la vision
Si on arrive à connecter correctement ces 4 lobes durant le développement à travers ces 7 astuces, on est gagnant. On a des fondations solides pour construire par la suite plus de connexions, plus de sentiers dans cette forêt immense. De la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, également de faibles fondations créées par l'enfant et de faibles connexions créées par l'enfant peut altérer l'architecture cérébrale. Pour bien construire ces fondations, on a besoin de ces 9 concepts. Il faut savoir que les expériences durant l'enfance déterminent l'architecture cérébrale. Les circuits simples se forment en premier, donc on a besoin de miser sur le toucher, l'expérience et moins les écrans pour les tout petits. Les enfants se développent à travers les relations. Donc ça dépend comment est votre maison en tant qu'enfant. Est-ce qu'il y a une fondation qui est assez solide ou plutôt c'est une maison assez fragile parce qu'il n'y avait pas les relations solides nécessaires? Et durant ce développement, est-ce que l'enfant a bien utilisé les 7 astuces ou pas? Donc, est-ce que le développement de l'enfant, durant la construction des différents chemins au niveau cérébral, a obéi à une relation de va-et-vient avec les adultes, les liens, l'interaction? Donc, l'interaction est en permanence entre gènes et environnement. Le stress joue un rôle très important. Mais imaginons que, comme René l'a très bien dit, parfois on a des vagues, un monstre, un stress énorme qui vient tout perturber. Mais n'oubliez pas que si les fondations sont solides, même pas peur de ce monstre. Donc les gènes vont uniquement fournir les directives de base, tandis que les expériences laissent une signature chimique et qui va déterminer si ces directives seront suivies ou pas. Donc les capacités cognitives, affectives et sociales qui sont illustrées dans les 7 astuces, comme je vais les expliquer étape par étape par la suite, sont connectées et interconnectées avec le corps. Le stress toxique perturbe le développement de l'enfant, peut avoir des répercussions, mais heureusement, on a une meilleure magicienne que moi, qu'on appelle la neuroplasticité, qu'on va expliquer plus en détail également. Donc, on sait que le stress ponctuel, aigu, peut avoir un effet bénéfique. Une montée d'adrénaline et tout va bien. C'est un défi. Par contre, si durant le développement, l'enfant n'a pas ces 7 astuces et construit son développement plutôt dans un environnement qui est stress chronique ou stress toxique, malheureusement, il aura une perturbation au niveau du cortisol et c'est là que la partie préfrontale de son cerveau ne pourra pas être le chef d'orchestre pour synchroniser toute autre partie au niveau cérébral, surtout concernant l'apprentissage et la mémoire. Donc maintenant, on va visionner une petite vidéo qui résume ce que je viens de dire. C'est parti pour un voyage fascinant à la découverte de ce chef d'orchestre qu'est notre cerveau. L'organe si complexe qu'il met 25 ans à se développer. Si on en prend bien soin, ses capacités sont quasiment infinies. Déjà in utero, la machine se met en marche. Les premiers neurones se forment au bout d'1 mois de grossesse seulement. Ces cellules nerveuses sont comme des câbles électriques qui, reliés les uns aux autres, transmettent et stockent l'information. Dans l'embryon, c'est l'usine. 3 000 neurones sont faits chaque seconde. Résultat, dès 6 mois de grossesse,
le fœtus commence à reconnaître les syllabes prononcées par sa mère. Il est déjà en train d'apprendre sa langue maternelle. À la naissance, dans la tête du bébé, il y a 100 milliards de neurones, autant qu'à l'âge adulte. À partir de maintenant, c'est l'environnement et les apprentissages qui vont façonner notre cerveau, dans le bon sens ou dans le mauvais. Entre 0 et 1 an, les soins et l'attention que nous portons à nos enfants sont essentiels. Notre voix, nos expressions, les contacts physiques répétés sont autant de stimulations, de messages nerveux envoyés à leur cerveau. Les connexions se développent, l'architecture du cerveau de l'enfant se met en place. Pour l'instant, la zone cérébrale la plus développée est le système limbique, le siège des émotions les plus primitives, comme la colère ou la peur. C'est pourquoi les colères des tout-petits sont incontrôlables. Ils n'y peuvent rien, on n'y peut rien, à part les rassurer. Donc, les rassurer durant le développement, si on applique les 7 astuces sur nous-mêmes et sur le développement des jeunes, c'est ce qui va le mieux connecter le cerveau correctement. Pendant l'enfance, on va miser sur le développement de la partie pariétale, donc somatosensorielle et le mouvement, et sur le langage, sécuriser le système limbique. Et pendant l'adolescence, plutôt sécuriser les aspects au niveau social, émotionnel et cognitif. Toujours avec une certaine neuroplasticité. Donc, c'est les chemins qui se construisent à partir de l'enfance et qui sont les chemins qu'on va choisir durant notre vie. Ces chemins, on peut également les effacer et les ramener encore une fois. Si vous vous demandez comment, rappelez-vous la métaphore avec l'arbre et la forêt. Imaginez que vous passez tous les jours dans la forêt, vous, vos voisins, d'autres personnes, vous allez petit à petit construire un sentier, un chemin. Imaginez que plus personne ne passe, ce chemin va disparaître. Donc c'est exactement le même principe au niveau cérébral. Le plus qu'on passe, le plus que ces chemins vont être ancrés dans le cerveau. À travers les 7 astuces, on peut voir petit à petit comment à 1 an, on a plus de matière grise. Vous voyez ici, c'est vraiment gris, hein? Donc les neurones, et peu de chemin parce qu'on n'a pas encore les expériences dans la vie qu'on a eues pour construire des chemins. La différence est très intéressante de 1 an à 10 ans. Vous voyez, à 10 ans, on a plus de matière blanche. Ça, c'est les routes, les chemins, les axones couvertes de myéline. Donc, la myélinisation, la matière blanche, c'est-à-dire que c'est la quantité d'expérience et de chemin et d'apprentissage et de mémoire, les autoroutes de notre cerveau. Et quand on dit que l'âge de la sagesse, c'est quarantaine, cinquantaine, effectivement, on a ici une bonne matière blanche. Là, attention à quelque chose de très, très important. Ça, c'est ce qui est considéré un cerveau normal. Mais par contre, on peut très bien appliquer, agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et surtout créer des liens, on aura un tel cerveau. Mais par contre, si on vit plutôt avec un stress chronique, toxique, le schéma de notre cerveau et les chemins ne seront pas les mêmes. Donc, l'architecture cérébrale, avec les montagnes et les vallées, avec cette architecture de matière grise, matière blanche, de différents chemins dans le cerveau, sont impactés par l'environnement et l'environnement a un impact également sur le cerveau. Ce qui rend ces astuces très intéressantes pour mieux communiquer au niveau cérébral. Agir, c'est avoir des objectifs clairs, des projets concrets. Agir peut activer certains circuits de la motivation, de l'envie, du plaisir, renforçant l'agentivité, le libre arbitre, le choix, la volition,
ressentir, identifier et nommer ces émotions, les identifier dans le corps, comment je me sens. Je sens mon cœur battre, donc peut-être que je vais être un peu anxieuse ou non, je suis joyeuse, mais mon cœur bat. Comment l'interpréter, comment ressentir et comment amener tout ce qui se passe dans le corps jusqu'au cerveau. Comment faire que ces différents chemins dans le cerveau se parlent et qu'est-ce que ces différents chemins se disent en parlant. Ressentir facilite l'autocontrôle. S'accepter. Toute personne a ses forces à elle. S'accepter. Donner des feedbacks centrés sur le processus, l'autocompassion, les ressources qu'on a, s'accepter, même si, par exemple, si un enfant dyslexique, donc qui n'arrive pas à lire les ABCD, cet enfant dyslexique, si je lui apprends depuis tout petit à lire les notes de musique, à utiliser un instrument de musique et il excelle dans cet instrument de musique, il peut très bien répondre à un autre enfant en lui disant « Eh, mais t'es nul, t'arrives pas à lire ». Et là, l'enfant répond « Si, je suis dyslexique, mais j'arrive à lire les notes de musique ». Donc c'est là s'accepter, reconnaître nos forces et nos vulnérabilités. Se ressourcer, le sommeil, le mouvement, la respiration, lente, pas saccadée, augmente le BDNF, qu'on va voir. Qu'est-ce que c'est que le BDNF? C'est le Brain Derived Neurotrophic Factor, un facteur neurotrophique. Comme les engrais pour cette vaste forêt plein d'arbres, a quand même besoin de quelques engrais parfois. Stabilise le tonus vagal, consolide la mémoire. Découvrir, la curiosité, la nouveauté. Accepter l'imprévisible, accepter la nouveauté et ne pas avoir peur de perdre le contrôle. Découvrir. Choisir la volition, le libre arbitre, créer des liens. La septième, mais la plus importante, sécurise, abaisse le cortisol, soutient l'ocytocine et raffine la mentalisation. Donc, ça, c'est les 7 astuces avec la pierre angulaire, la base, c'est créer des liens. Ou sur cette base, on va retrouver les 6 autres. On va commencer par agir pour aller un peu plus en détail et vous montrer quelques études neuroscientifiques. Agir. Agir ne commence pas dans la tête. Agir commence dans le corps. Comme Antonio Damasio, qui est parmi les neurologues que j'apprécie énormément, Antonio Damasio a écrit 2 livres, L'erreur de Descartes et Spinoza avait raison. Agir, ce n'est pas je pense donc je suis. Agir, c'est je ressens donc je suis. On a une partie très spécifique au niveau cérébral qui est là à peu près et qui nous donne l'information sur comment on est dans le corps. C'est une partie qui se trouve à peu près ici, mais on a besoin d'un peu aller en profondeur au niveau du cerveau pour la trouver, qui s'appelle l'insula, une île cachée. C'est une voie de communication entre corps et cognition, entre corps et cerveau. Quand on est en situation de ressentir nos émotions, on est capable de mieux agir. Parce que on va agir sans erreur d'attribution, sans distorsion cognitive. On va agir selon une intensité émotionnelle qui est correcte et une activité au niveau cérébral qui est correcte. Donc, c'est un processus de neurones miroirs et de l'empathie, agir avec soi-même et agir avec les autres. Quand on agit, on va agir selon une attribution des états cognitifs et des tempéraments de soi et des autres qui est correcte puisque je suis bien connecté à mon corps.
ces différentes parties au niveau cérébral, amygdale, qui est responsable de la peur, la colère et d'autres émotions, se connectent correctement à la partie frontale. Et donc, c'est comme si la partie frontale devient le cavalier qui contrôle le cheval sauvage qui est l'amygdale. Donc, quand on décide d'agir, c'est-à-dire que on est bien connecté corps, cerveau, on agit dans l'empathie, dans la compassion de soi-même et des autres. Agir, c'est donner du sens. C'est une action orientée vers un but qui va engager le circuit dopaminergique, les ganglions de la base, le système de récompense, striatum, ainsi que la partie très frontale, le ventromédian très frontal, pour construire un sens, un sentiment d'agentivité qui renforce la motivation et le bien-être. Donc agir, c'est donner du sens à sa vie en existant en tant qu'une personne à part entière. Maintenant, on va voir ensemble une petite vidéo où on va voir comment cette jeune va agir. Est-ce que elle a effectivement au niveau de son cerveau toutes les compétences nécessaires pour agir correctement ou pas durant une situation de stress? J'ai vu avec les arts qui passent bien dans la salle de rédaction. C'est une thésard sur le plan social de la université. Tous les thésards ne sont pas forcément des thésards en économie. C'est fixé. Je suis pas obligée de développer pour les études de la France, ça. Et mais au défi, donc, une fois qu'on sort, tu vas pas la donner. Et tu vois, dans cet article, il parle de lésion du cortex préfrontal. Et du coup, il a interrogé si, comme s'il répondait que ces instants primitifs, tu vois, dès que tu vois le contexte. Oui, je vois, je vois. Du coup, c'est un peu l'inverse de ton cerveau. Ton cerveau, lui, il le comprend. Chérine, on a de la difficulté avec le son, nous. Ici. Vous n'arrivez pas à Ben, je sais pas capter si le... c'est la même chose pour tout le monde, mais on capte un mot sur deux. Puis est-ce que c'est la même chose pour les autres? Oui, mais on me dit que Très bien. c'est la Donc, même chose. je vais arrêter la vidéo. Donc, la vidéo avait pour but pour expliquer. Alors, donc, je vais diminuer et puis je vais moi vous raconter. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de montrer qu'au niveau frontal, c'est le moment où la jeune femme va avoir des décisions. Elle va avoir des décisions pour agir d'une façon imaginaire. C'est là ce qui est imaginaire. Hein. Ça, c'est pas ce qu'elle a fait, bien sûr. Mais elle va imaginer certains scénarios pour agir, mais heureusement, dans son cerveau, il y aura d'autres parties qui vont lui dire, tu ne peux pas faire ça parce que c'est de l'impulsivité, tu ne peux pas agir ainsi. Si tu agis ainsi, tu finis ou bien à la police ou à l'hôpital psychiatrique, donc ça serait très problématique. Donc, pour agir correctement, petit à petit, les différentes parties de son cerveau vont lui amener une information importante, c'est que agir dépend d'une pensée qui s'appuie sur
un réseau neuronal qui est correct pour agir correctement. Donc, je vais passer puisque cette vidéo n'est pas claire. Donc là, il y a des fondements neurobiologiques, et ça, c'est le but de la vidéo un peu pour montrer que chaque partie lui donner une information. Par exemple, dans la partie cortex préfrontal, c'est la planification, le contrôle exécutif, après la motivation de se lever pour aller dire bonjour à ce monsieur, et avec une résolution de conflits et d'attention. Donc ça, c'est agir et donner du sens à son comportement. Choisir est en soi récompensant, mais donner du sens, c'est beaucoup plus récompensant. Avoir un but, comme on dit, un purpose. C'est ce qui est illustré également dans cet exemple. Il y a bien longtemps, au Moyen Âge, 3 hommes sur un chantier étaient occupés à transporter une lourde pierre. Un passant intrigué leur demanda ce qu'ils faisaient. Le premier répondit, je porte une pierre. Le deuxième, je gagne ma vie. Et le troisième, je bâtis une cathédrale. Quand on agit, on a différentes parties de notre cerveau qui communiquent selon des chemins bien établis. On peut vivre une seule expérience qui était vécue par ces trois, mais chaque personne a donné un sens complètement différent à comment il agit dans la vie. Donc là, le but, avant de passer à ressentir, c'est de vous demander vous-même comment vous agissez tout au long de la journée, avec un sens, un but, ou juste agir comme la jeune femme dans la vidéo qui a agi sans penser. Ça, c'est un point très important et ça montre à quel point l'astuce agir, donner du sens à sa vie est vraiment très important. Après, on a ressentir. C'est connaître ses émotions, les nommer, les reconnaître, les accepter, les vivre. Ressentir a une architecture neuronale assez importante. La pratique de la reconnaissance émotionnelle augmente la connectivité fonctionnelle. Quand on s'entraîne à connecter les différentes parties via l'interoception ou la compréhension de soi, ce langage intérieur qu'on a durant la verbalisation et la reconnaissance de nos émotions. Putting feelings into words, c'est vraiment mettre des mots sur ses émotions. C'est ce qu'on appelle l'identification affective. Active certaines parties au niveau du cortex préfrontal. Donc, on a les yeux ici. Ça, c'est la partie qui est juste au-dessus du front. Donc, cette partie joue un rôle très important dans la reconnaissance émotionnelle qui remet l'information, encore une fois, au corps. Enfant, petit, même par la suite, quand on respire en essayant de reconnaître ou de nommer l'émotion, ça rajoute une meilleure information de reconnaissance émotionnelle. Pourquoi la respiration? La respiration connecte le cerveau et le corps. Le rythme dynamique de la respiration régule l'excitabilité corticale. Donc, des expériences démontrent que quand on respire correctement, on a une meilleure appréciation de notre état cérébral et corporel en même temps. Donc, respirer jusqu'au nombril connecte l'amygdale aux parties frontales, à l'hippocampe qui est notre mémoire à long terme, nos apprentissages, les émotions et la prise de décision. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il y a des études à l'EPFL en Suisse qui démontrent vraiment qu'on a une meilleure prise de décision suite à une respiration profonde qui descend jusqu'au nombril et qui ne n'arrête pas avant le nombril.
On ressent également nos émotions quand on les nomme, on les explique. C'est ce qui connecte plus les différentes parties qui sont concernées par le langage intérieur et l'amener jusqu'au langage verbal prononcé. Donc là, c'est très important parce que ce qui veut dire que on amène nos émotions vers Monsieur Big Boss, qui est le cortex frontal, et à ce moment-là, ce magnifique cortex frontal est capable de analyser, interpréter, réinterpréter nos émotions. On peut également fermer les yeux, tout simplement. Donc, on peut respirer, parler, verbaliser ou fermer les yeux. Fermer les yeux connecte notre cerveau à nos ondes alpha, qui sont les ondes cérébrales de la relaxation. C'est comme si on redémarre notre cerveau. Et puis, si vous vous rappelez bien, à un moment ou à un autre, quand vous ne trouvez pas un mot ou vous êtes en train de chercher un mot ou chercher quelque chose dans votre mémoire, vous fermez les yeux pour vous rappeler. Donc, c'est là où fermer les yeux joue un rôle très intéressant dans la redistribution cérébrale des ondes alpha, qui sont les ondes qui ont une certaine fréquence de tranquillité, relaxation. Donc, ressentir, c'est s'ancrer dans nos cinq sens, s'ancrer également dans la partie tout en haut de notre cerveau qui est le cortex pariétal, qui contient une carte corporelle qui est assez bizarre, mais ce qu'on utilise le plus est plus grand. Ressentir, c'est être à l'écoute de sa voix intérieure, à travers fermer les yeux, respirer, verbaliser, s'ancrer dans nos cinq sens, avec authenticité. Le but ici, c'est identifier nos filtres de l'écoute, identifier nos émotions dans le corps, identifier cette carte corporelle qui est ancrée pas uniquement dans notre corps, mais également dans notre cerveau. Chaque émotion joue un rôle au niveau corporel également. Quand on ressent, c'est à ce moment-là qu'on peut accepter. Accepter, c'est s'estimer. Et s'estimer, c'est s'accepter. L'estime de soi étant définie comme ce jugement global que l'on porte sur sa propre valeur et la satisfaction qu'on retire de la façon qu'on se perçoit. Imaginez ce jeune dyslexique qui est fier de le dire. Moi, j'arrive à lire les notes de musique. Mais il aura un écart assez important si son moi idéal n'est pas en accord avec le moi réel. Et c'est là où le soutien social joue un rôle très important dans l'acceptation de ce jeune avec trouble, par exemple, ou autre. Sans oublier que durant l'adolescence, s'accepter joue un rôle très important. Les adolescents s'acceptent à travers les amis, les pairs, le groupe, l'appartenance, l'identité. S'accepter pour les adolescents, c'est comme recevoir une récompense. S'accepter par les amis engendre l'activité des circuits riches en dopamine, joue un rôle dans la sensibilité des adolescents aux interactions sociales. L'imagerie cérébrale nous démontre que les adolescents sont beaucoup plus à l'écoute de l'acceptation par les pairs que de l'acceptation des parents.
Si je dis à mon fils, mais t'es beau, bon, bah ok, bon. Mais si un de ses amis ou une de ses amies lui dit, bah, t'es beau, là, ça sonne complètement différemment. Donc, c'est là où l'acceptation, surtout à l'adolescence, joue un rôle assez important. Le changement n'est possible que lorsque l'individu a reconnu et a accepté la détresse émotionnelle qu'il ressent. Quand on accepte nos choix, notre état émotionnel, nos troubles psychiques ou physiques, c'est à ce moment-là qu'on peut agir. D'où le lien entre s'accepter, ressentir, agir. Quels sont les signes d'une faible estime de soi? Sentiment d'infériorité, comportement d'évitement, sensibilité au jugement. Et là, la réponse, c'est dans la pleine conscience. Être en pleine conscience de nos défauts et aussi du fait que dans la vie de tous les jours, il y a des situations qu'on ne peut pas accepter. En effet, il y a des traumas qu'on ne peut pas accepter, des situations dans la vie que c'est très difficile d'accepter. Et c'est là que des études en neurosciences démontrent que certaines personnes, malgré des difficultés, de l'adversité, de certains traumas, arrivent quand même, grâce à la spiritualité, à accepter certaines situations difficiles, comme deuil, séparation ou autres. Donc, certaines convictions spirituelles vont réguler l'activité d'une partie très importante qui s'appelle le ACC, Anterior Cingulate Cortex, ou le cortex singulaire antérieur, qui est notre moniteur de l'erreur. En 1990, un article très intéressant dans JAMA, qui est le Journal of American Medical Association, a publié cet article très intéressant en démontrant que l'image initiale, c'est vraiment cette image, qui est là spécifiquement cette partie, le cortex singulaire antérieur ou le moniteur de l'erreur. Quand on est connecté à soi, quand on est connecté à ces différentes parties de notre cerveau, on s'accepte parce que la souffrance émotionnelle est le résultat de la non-acceptation de l'émotion que de l'émotion elle-même. Donc, on a bien meilleure tendance à connecter correctement ces différentes parties que de les déconnecter. Mettre des mots apaise. Laisser être réduit la douleur. Il y a une convergence assez importante avec la relecture cognitive et l'acceptation. S'accepter, c'est s'estimer soi-même avec ces différents fondements neurobiologiques de l'acceptation. Donc, grâce à un processus neuroplastique, auto-évaluation, traitement émotionnel, consolidation positive de soi, on arrive à reconnaître nos besoins, à les accepter pour choisir quelle stratégie je vais utiliser pour répondre à ces besoins afin de m'accepter. Je vais faire un pas de recul. Je vais identifier mes besoins. Je vais penser à différentes stratégies et je vais choisir et appliquer. Pour le faire, j'ai besoin de me ressourcer. Pour m'accepter, j'ai besoin de me ressourcer. Me ressourcer, c'est retrouver mon équilibre. Et à chacun son équilibre. Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est le yoga? Peu importe le moyen que vous allez choisir pour vous ressourcer, c'est de toute façon pour viser l'équilibre. Se ressourcer, c'est faire de la place à ce qui nous fait du bien. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Bouger va favoriser la neurogenèse, c'est-à-dire cette capacité à faire naître des nouveaux neurones qu'on a découvert en 1998.
qui va vous ressourcer. Est-ce que c'est bouger, yoga, danse, sauter, courir, se balader, prendre un bain chaud, nager? Peu importe, bouger augmente le BDNF, surtout marcher. Brain Derived Neurotrophic Factor, diminue le cortisol, qui est l'hormone de stress. Rappelez-vous, moins vous bougez, moins votre cerveau a besoin d'exister. Notre cerveau associe mouvement et vie. On a besoin de dire aux enfants, bougez. Ça peut également être bouger en yoga. Les pratiques de yoga et troubles du comportement. Ici, une méta-analyse très intéressante, une revue systématique. Une revue systématique est très intéressante qui démontre à quel point pratiquer yoga avec pleine conscience diminue le cortisol, augmente certains neurotransmetteurs et diminue d'autres, améliore les facteurs neurotrophiques, qui sont les engrais de notre cerveau, et a même un impact sur le système immunitaire, la cognition, le sommeil, l'attention, diminue la dépression et l'anxiété. Donc, comment on bouge? Sport, musique, couple gagnant. Comment on bouge? Moi, je ne veux pas bouger, je veux juste faire du yoga. Très bien. Pleine conscience. Très bien. Tant que votre flux sanguin bouge. Ce qui va amener une meilleure activité physique et donc régulation hormonale, régulation de la température corporelle et meilleure circulation sanguine. Cette activité physique pour se ressourcer, petit, moyen, grand, a un impact sur les parties frontales et pariétales de notre cerveau. Après un exercice physique, notre cerveau dépense moins d'énergie pour penser, ce qui améliore considérablement notre état de bien-être et surtout va calmer ce cheval sauvage qui s'appelle l'amygdale et c'est le cavalier ou le frontal qui va prendre le dessus et le calmer. Donc, on a besoin de certains engrais pour ces magnifiques neurones qu'on a au niveau cérébral et mieux encore, donc on peut même créer des nouveaux neurones à travers la neurogenèse. Bouger pour se calmer. Exercer. Exercice physique, exercice mental améliore l'apprentissage et la mémoire tout au long de notre vie. Améliore la quantité de sérotonine qui est presque un antidépresseur naturel. Augmente le volume de l'hippocampe qui est responsable de l'apprentissage et de la mémoire. Donc c'est là où bouger, se ressourcer, à chacun sa façon de se ressourcer, diminue le cortisol et augmente la dopamine, surtout dans la partie préfrontale qui est considérée comme filtre, qui permet de déterminer, je prête attention à tout ce qui est négatif autour de moi ou je prête plus attention à tout ce qui est positif autour de moi. C'est à moi de filtrer l'information et d'améliorer mes fonctions exécutives, améliorer ma mémoire de travail, me ressourcer, améliore le contrôle de l'inhibition. Se ressourcer améliore ma flexibilité cognitive. Quand je me ressource, j'ai des meilleures fonctions exécutives. Enfant, adolescent, adulte, se ressourcer peut même avoir des effets coupe-faim si je bouge correctement et peut même avoir un impact sur les ruminations. Donc, bouger, se ressourcer, bouger dans la nature ou même bouger dans ma tête va m'aider à aller plus loin et découvrir.
Découvrir, c'est s'ouvrir à la vie. Maintenant, j'ai agi correctement en me connectant à mon corps pour ressentir, pour m'estimer, pour m'accepter, pour me ressourcer. Et là, c'est le moment de découvrir la nouveauté, la curiosité. Active un réseau fronto-striatal, donc fronto et jusqu'au striatum. C'est un réseau très intéressant pour l'exploration cognitive, la flexibilité, la pensée divergente et les apprentissages exploratoires. Découvrir, c'est s'ouvrir à la vie, avec curiosité. Et donc, quand je découvre, je peux choisir. Choisir mes pensées qui ont un impact sur mes émotions et mes émotions qui ont un impact sur mon comportement. Et choisir mon comportement que je sais qu'il a un impact sur pensée. Et ainsi de suite. Choisir. Choisir quelle partie de mon cerveau fonctionne et pourquoi j'ai besoin que cette partie se réveille et fonctionne correctement. Choisir avec autonomie, volition et libre arbitre. Évaluer mes options. Faire une pondération décisionnelle entre le pour et le contre pour m'engager dans une action spécifique. Surtout pour les enfants, c'est très compliqué de choisir. Donc, en tant qu'adulte, on doit jouer le rôle de leur cortex préfrontal et les aider à choisir jusqu'à leur adolescence. C'est vrai que les enfants ont une augmentation dans le trajectoire du contrôle cognitif. Ce contrôle cognitif est atteint à 25 ans. Donc, enfants, on a besoin d'agir à leur côté, de les aider à travers les 7 astuces pour agir, ressentir, se ressourcer, s'accepter et choisir. Pour les aider à activer au mieux cette partie préfrontale qui est impliquée dans les fonctions exécutives. Et surtout, on a besoin d'être proche et d'aider avec les 7 astuces les enfants qui ont un TDAH, par exemple, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Parce que leur système d'intégration n'est pas aussi fonctionnel, surtout pour les prises de décision. Donc, on a besoin d'aider ces jeunes, de leur dire, t'es cool, t'es cool. Quand je choisis, je me dis, je suis cool. J'arrive à temporiser et calmer cette partie qui est considérée very hot. Les 5 sens, les informations qui bombardent dans ma tête, le cheval sauvage, les émotions, le système de récompense. Attends, je vais plutôt vers la partie hot. L'autorégulation émotionnelle, l'autorégulation de la prise de décision, le moniteur de l'erreur, pour enfin arriver à me dire je suis cool et je prends mes décisions correctement. Donc, il y a ce nœud qui est très, très important où le cortex singulaire antérieur va jouer un rôle assez important comme moniteur de l'erreur dans les choix. Et là, le rôle de l'interoception ou la métacognition est très, très important pour renforcer la connectivité. Dans mes choix, j'ai besoin de mentaliser, de me poser ces questions. Est-ce que c'est interne ou externe? Est-ce que c'est contrôlé ou automatique? Est-ce que c'est cognitif ou affectif? Est-ce que c'est moi ou c'est l'autre? Pour ne pas tomber dans les troubles de la mentalisation. Choisir, c'est choisir l'autonomie, l'autodétermination, l'auto-observation et la restructuration comportementale. Choisir, c'est choisir mes états mentaux et comment moduler mes émotions.
faire part de nos expériences émotionnelles et donner du sens. Et quand on parle de donner du sens, c'est là où on revient à agir. Le cerveau prend ses décisions pour minimiser le danger, la menace et maximiser la récompense et le gain. Ce qui veut dire que pour améliorer nos décisions, si on suit les 7 astuces, on va minimiser la menace, maximiser le danger, s'accepter et activer nos circuits de récompense. Un circuit où notre cerveau va percevoir correctement la différence entre défi et menace. Trouver un juste équilibre entre nos différents modes de pensée. Choisir, c'est de retrouver ce juste équilibre. Nous nous appuyons sur nos expériences passées pour bien choisir et bien prendre nos décisions selon ce qui se cache dans l'hippocampe, nos apprentissages et notre mémoire à long terme. En faisant attention quand on choisit d'agir, on fait attention à ces 5 pièges. On choisit notre comportement sans nécessairement étiqueter, crier, commander, questionner, accuser ou ironiser nous-mêmes ou les autres. Choisir, c'est d'être autonome. Une perception de contrôle. Le choix active le striatum, une partie du système de récompense. La partie ventrale du cortex préfrontal qui intègre la valeur et la partie dorsolatérale qui soutient le contrôle exécutif. Choisir, c'est choisir l'autonomie qui alimente l'effort soutenu par la persévérance. Et là, on arrive à la dernière étape, créer des liens, des relations. Notre cerveau est construit pour créer des liens. L'attachement sécure, la coopération, les neurones miroirs, le réseau social cérébral et la cognition sociale jouent un rôle très important dans le bien-être, dans le fait d'établir des relations satisfaisantes avec soi-même et avec les autres. Créer des liens, les neurones le font déjà. Au premier mois de grossesse, les neurones commencent à recréer des liens, à créer des liens électriques, chimiques, mais sont toujours excités de créer des liens. Si nos neurones sont excités pour la création des liens, nous-mêmes, en tant qu'humains également, on a cette excitation quand on crée des liens. Donc ça, c'est les neurones qui se parlent, qui envoient des messages, qui se connectent. Et malheureusement, les neurones qui ne se connectent pas sont destinés à être exclus. Donc, sur un niveau biologique, on a besoin d'être connectés pour exister. Les neurones qui s'activent ensemble se lient ensemble. Et encore une fois, use it or lose it, tu l'utilises ou tu le perds. Les liens précoces que nous établissons entre les figures significatives dans notre vie jouent un rôle très important. La création de liens, l'attachement, c'est comme l'épée Damoclès. Donc, il faut faire attention durant le développement cérébral à comment ont été construits nos modèles internes opératoires ou modèles internes opérants. Parce que durant le développement, la création des liens joue un rôle très important. L'enfant intègre ces séquences interactives et les garde en mémoire dans les modèles internes opérants. Et c'est là qu'on revient au début à Antonio Damasio et agir selon nos marqueurs somatiques, selon ce qui se cache dans notre corps. Le cerveau reçoit constamment des signaux du corps, enregistrant ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce qui montre l'importance de ces neurones qu'on appelle les neurones miroirs, soi et l'autre. Créer des liens à travers le jeu, créer des liens à travers la parole, créer des liens
qui vont s'ancrer dans cette vaste forêt qu'on a dans notre cerveau, dans chaque neurone, dans chaque communication au niveau des neurones, à travers les âges. Création de liens va nous aider à agir, se ressourcer, choisir, s'accepter selon notre mémoire autobiographique, interne et externe. Et c'est là, à ce moment-là, que je peux dire, je n'ai même pas peur de vieillir, parce que je suis sécure. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité parce que j'ai une bonne matière blanche. En travaillant les 7 astuces, il y a des créations de liens entre mes neurones qui renforcent ma matière blanche et qui m'ancrent dans mon corps et dans l'environnement où je suis. Je suis en lien avec les autres et moi-même dans une relation satisfaisante et bienveillante. Donc, en conclusion, intégrer les 7 astuces à l'école et partout peut jouer un rôle très important dans l'enseignement, les relations sociales, dans agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir, créer des liens et penser ensemble selon ces principes au niveau de la neuroplasticité. Use it or lose it, and what fires together, wires together. La neuroplasticité joue un rôle très intéressant dans notre vie, donc utilisez les 7 astuces, s'il vous plaît. Pour aller plus loin, et les références, c'est à la fin, si vous voulez aller. Je reviens à la toute première slide, ici. Chérine, je veux te dire, quand je disais que tu étais une magicienne, tu es vraiment une magicienne. Et non seulement tu es une magicienne, mais tu es une conteuse aussi, où tu es capable de nous parler de science. Et puis, en tout cas, je sais pas pour les autres si c'était la même chose, mais moi, j'avais l'impression de me faire raconter une histoire. C'était magnifique. Je sais pas si tu vois tous les cœurs qui popent. Il y avait une question qui est venue qui est si on utilise nos 7 astuces, mais que dans notre contexte de vie, on est dans un stress chronique lié à notre environnement, comment on peut se recharger? Alors, il faut savoir quelque chose de très intéressant, c'est que le stress est une question d'interprétation. Donc, la première étape, c'est interpréter. Est-ce que c'est un stress absolu ou un stress relatif? Le stress absolu, si c'est vécu en tant que stress absolu, donc il y a une situation qui me demande d'agir. Donc, je dois agir sur la situation. Si je ne peux pas agir, donc je dois accepter la situation. Si j'accepte la situation sans être convaincue, ça ne va pas le faire. Donc, le but ici, c'est d'accepter la situation avec une relativité, c'est-à-dire que je vais accepter une telle situation tout en sachant que je dois agir. Je peux l'accepter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais je dois agir et je vais mettre les étapes petit à petit en action pour agir sur le stress actuel. Si je ne peux pas, donc je dois choisir. Choisir, c'est de choisir l'état actuel tout en sachant que c'est extrêmement stressant, mais si je ne peux pas m'en sortir, donc je dois utiliser la résilience. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est La Bella Vita, le film. La vie est belle, le film italien. C'était une situation extrêmement grave. Deuxième Guerre mondiale, camp de concentration, et c'était très grave pour le père. Il ne pouvait pas s'en sortir de cette situation.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi comme si c'était un film, comme si c'était un jeu, comme si c'était une situation imaginaire avec son fils. Donc c'est là où on a ou le choix de travailler la situation, l'accepter, agir selon la résilience ou changer complètement la situation. Mais subir, c'est le pire scénario possible. J'ai une autre question. Quand on parle de pleine conscience, est-ce que on parle de être conscient du moment présent, euh, marcher dans la nature et être conscient, ou est-ce qu'on parle, parce qu'il y avait des questions nécessairement de yoga, ou ça peut être facilement intégrable dans notre quotidien? C'est facilement intégrable dans notre quotidien. En fait, être en pleine conscience ne demande pas des minutes ou des heures. Être en pleine conscience, ça peut aller jusqu'à fermer les yeux un petit instant, prendre une bonne respiration. Et si j'ai correctement les ondes alpha, yes, j'ai ma pleine conscience. Être en pleine conscience, c'est connecter pendant un laps de temps cerveau et corps. Et je suis en pleine conscience de chaque mouvement, de chaque état corporel. Pas nécessairement des heures, parce que je peux essayer pendant des heures à avoir cette connexion et je ne l'ai pas. Donc, ce n'est pas le temps qui compte, ni le lieu, parce que ce lieu peut être dans votre tête. Vous pouvez fermer les yeux et être en pleine conscience de chaque pensée le moment même. Si parce qu'on a le vagabondage de l'esprit, et ça, c'est indéniablement, tout le monde a le vagabondage de l'esprit. C'est juste que à chaque fois que votre esprit vagabonde, vous sentez comme une vague qui arrive, vous dites, non, je manque. Où sont mes pieds? Où sont mes jambes? Mon cœur, il bat comment? Donc là, c'est se recentrer sur le corps. C'est ce qui amène cette pleine conscience. Et puis, à chacun sa façon de pleine conscience. Ça peut être, je fais du kickboxing et je suis en pleine conscience. Il y a une question qui est comment initier les enfants qui sont de nature inquiète, actifs à la, ben c'est ça, à la méditation, au yoga ou au self-control. Je sais que notre spécialiste du stress au Québec dit, moi, le yoga, c'est pas pour moi. Je deviens tellement stressée quand je fais ça. Fait que moi, c'est pas ça ma solution. Moi, c'est d'aller courir puis promener mon chien. Mais toi, je sais pas quelle est ta réponse. Ouais, c'est ce que je viens de répondre. C'est vraiment à chacun sa façon de se calmer. Euh, Pour ces enfants, ça serait contre-productif de leur enseigner comment méditer, hein. Donc là, ça serait autrement. Je ne peux pas me prononcer. Mais si, par exemple, on prend l'exemple d'un enfant qui n'arrive pas à méditer, ça peut être la musique, une chanson, aller courir avec l'enfant, effectivement. Euh, Autre moyen, mais il faut trouver le moyen et ça peut très bien être danser ensemble et avoir la musique à fond. C'est la façon dont cet enfant va avoir les ondes alpha au niveau cérébral. Hmm. Je vais terminer avec une dernière question qui est non la moindre. Pour les gens qui ont des traumatismes complexes et qui ont des réponses physiologiques automatisées, comment le concept de stress comme une interprétation devient valide et l'affect neurologique? À ce moment-là, on va plutôt parler de stress toxique, donc qui dépasse le stress chronique, donc qui va causer un dérèglement au niveau de cortisol. Il y aura toujours une certaine hypervigilance. Donc, même en l'absence de stress, la personne a une amygdale qui est en hypervigilance. Donc, chaque bruit, chaque mouvement, chaque regard, son ami n'a pas répondu à son message. Donc, ce sont des personnes qui sont
en état d'hypervigilance en permanence, d'où les effets délétères sur la mémoire et l'apprentissage et les fonctions exécutives, et d'où l'effet délétère sur la santé physique aussi, les inflammations. C'est des personnes qui sont fatiguées, les douleurs. Donc, effectivement, c'est là où on a besoin de revisiter les liens entre ce que notre cerveau pense et l'état corporel et essayer de revisiter nos marqueurs somatiques et de nous dire que là, aujourd'hui, moi, je pense toujours à travers des marqueurs somatiques d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé ou pas? Donc là, on a besoin de revisiter nos schémas dysfonctionnels, inadaptés, qu'on appelle les 18 schémas dysfonctionnels. Merci. Est-ce que, Chérine, quand tu vas nous partager ton PowerPoint, tu vas pouvoir mettre à la fin, puis je pense qu'il est là, mais un lien pour te rejoindre parce qu'il y a des personnes qui voudraient peut-être t'inviter ou Alors là, vous pouvez écrire Sherin Fahim sur Google, vous allez trouver. c'est simple. Et normalement, en Suisse, oui. Au Québec, je suis sûre que oui aussi. Je crois que la première chose qui va vous apparaître, c'est l'Université de Montréal. Mais peut-être... Mais si à la fin du PowerPoint, tu peux juste mettre quand on partagera. Je veux terminer, Chérine, en disant un immense merci. Merci pour toutes ces connaissances partagées. Merci. On dirait que c'est toi qui as créé les 7 astuces, tellement que tu les as bien intégrées. Ça nous fait plaisir. Ça nous donne des outils pour continuer à en parler. Merci pour ton compte magnifique. Et puis, on sentait de l'amour à travers l'écran que tu partageais avec nous, de l'amour de ce que tu fais, l'amour des humains qui t'entourent. En tout cas, on sentait beaucoup de dons. Alors, Merci beaucoup. merci tout le monde d'avoir été là avec nous. Et puis, je vous souhaite une très belle après-midi avec des beaux moments de respiration profonde en bas du nombril, que nous a bien dit Chérine, et quelques minutes de pleine conscience. Alors, belle journée et Chérine, on s'appelle. Très bien. Merci beaucoup.